Daniel Assello est actuellement en train de consulter toutes les forces populaires en présence dans l'est du pays. Le patron de la territoriale veut voir clair après les différentes attaques rebelles subies dans cette partie est du pays en ce mois de novembre. La RDC prend part à la 42e réunion du Conseil des ministres des pays du COMESA à Lusaka en Zambie. Le ministre en charge de la coopération et intégration régionale Didier Mazenga, qui représente la RDC, a insisté sur les intérêts du pays de Félix Tshisekedi. Encore à la une de l'actualité ce mercredi à Kinshasa, la polémique soulevée par les artistes engagés sur les conditions sociales de la population. La Commission nationale de censure a clarifié sa position, écartant toute influence politique dans sa décision d'hier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, a débuté ses consultations après les attaques des rebelles au début du mois dans la ville de Bukavu. Ces consultations concernent toutes les couches sociales, politiques et religieuses afin de recueillir leurs avis sur la situation sécuritaire pour mieux comprendre les contours des événements tragiques du 2 au 3 novembre dernier dans la ville. Dépêché par le Premier ministre chef du gouvernement, le numéro 1 de la sécurité, Daniel Assello, est venu s'imprégner personnellement de la situation sécuritaire globale dans cette partie de la République démocratique du Congo jugée préoccupante après une tentative d'incursion rebelle vite maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le gouverneur des provinces Théo Ngwabidje qui a ouvert le bal d'une longue série de consultations qu'entame le vice-premier ministre Daniel Assello avec différentes personnalités et couches sociales. Un riche échange à huis clos sous la situation sécuritaire de la province. Le ministre de l'Intérieur a également accordé une audience au président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Loamira Zakari, élargie à la commission défense et sécurité de cet organe délibérant. Au centre des échanges, les événements du mardi au mercredi 3 novembre 2021 survenu dans la ville de Bukavu. Pour le président de l'Assemblée provinciale, la présence du vice-premier ministre est un signe de réconfort pour la population de Bukavu en particulier et celle du Sud Kivu en général. Les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a fait savoir Zakari Loamira, sont attendues. Pour l'heure, le retour au calme est constaté dans la ville de Bukavu. Mais un calme précaire, reconnaît le président de l'Assemblée provinciale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, a aussi pris langue à tour de rôle à huis clos avec le général Bob Kaloubi, commandant de la 33e région militaire, le général Bazenga, commandant de la ville de Bukavu, et autres responsables des services de sécurité. Dans la suite de ces consultations, Daniel Assello a reçu l'archevêque de Bukavu, François-Xavier Maroy, dans le cadre de ces consultations qu'il mène depuis son arrivée. Concernant cette province, Daniel Assello souhaite recueillir les avis de toutes les couches sociales, y compris ceux des prélats catholiques, question de s'imprégner davantage de la situation sécuritaire et mieux comprendre les contours des événements tragiques qui se sont déroulés du 2 au 3 novembre dernier dans la ville de Bukavu. Pour l'archevêque de Bukavu, l'état des sièges au Sud Kivu n'est pas à l'ordre du jour. La situation est revenue à la normale à Rutshuru, théâtre depuis le début de la semaine d'une attaque d'un groupe rebelle identifié comme des éléments M23. Cet assaut a occasionné des déplacements des populations qui se sentent réfugiées en Ouganda. Le point de la situation avec notre correspondant à Goma, Pacheco Kavundama. Alors, ce qu'il faut savoir sur la situation de Rutshuru est que le calme est déjà de retour dans plusieurs villages du territoire de Rutshuru. Ici, je parle notamment du village de Runyoni et celui de Shanju, deux villages qui avaient été la cible d'une attaque d'hommes armés qualifiés d'anciens combattants proches de la rébellion du M23. Et là, c'était le dimanche dernier, toute la soirée et dans la matinée du lundi. Les habitants qui avaient fui cette attaque vers l'Ouganda ont déjà commencé à regagner leur milieu d'origine selon les sources locales contactées ces jours. Et selon même l'administrateur militaire de ces territoires, au moins 60% de la population ayant fui ces combats ont déjà regagné leur milieu d'origine. Il a aussi demandé à ceux-là qui traînent de revenir, car la situation est déjà sous contrôle, de regagner aussi leur milieu d'origine. Et cet appel a été aussi relayé par les caucus des députés provinciaux élus du territoire de Rutshuru.
déclaration rendue publique mardi à Goma, ils ont encouragé les forces armées de la RDC pour avoir maîtrisé la situation et ont également demandé à la population de regagner leur milieu, mais toutefois ils insistent sur la vigilance. Ils demandent aux habitants du territoire de Rutshuru qui commencent à regagner d'être vigilants. Voilà ce qu'on peut retenir de la situation actuelle des récents événements qui se sont passés dans le territoire de Rutshuru. Les massacres de Beni et Irumu, terrorisme, djihadisme ou génocide en Inde, tel est l'intitulé du rapport Yotama, exposé devant la presse par 2 élus de Butembo qui disent en appeler à la conscience nationale devant cette grave catastrophe. Les statistiques de ce rapport évoquent l'effectif des personnes massacrées en 14 ans et les entités fréquemment attaquées. Enquête menée pendant 14 ans par les 2 élus de la partie Est de la République démocratique du Congo, dont le député national Tembos Yotama et le député provincial Mbenze Yotama, sur la période allant de 2008 en septembre 2021. Le rapport Yotama sur les massacres de Beni et Irumu s'est plus focalisé sur l'identité des victimes. L'ossature de ces rapports a tourné sur 4 points, dont la présentation du champ d'investigation, la persistance et la qualification des massacres de Beni et Irumu, les génocides nandais et la tentative de compréhension de l'identité des tueurs. Les résultats de ces rapports sur l'effectif présentent au total plus de 7000 personnes massacrées et plus de 600 entités attaquées. Dans ce rapport, notre objectif est de faire porter haut le cri de détresse, le cri d'alarme de ces pauvres citoyens congolais qui continuent à croire que le gouvernement congolais les a abandonnés. À la fin du dépouillement, nous avons facilement abouti à plus de 7000 personnes déjà massacrées. À la fin de ces rapports, ces élus suggèrent à la communauté internationale de déclencher des enquêtes internationales et indépendantes et de créer une cour internationale pénale pour le Congo. Qu'aussitôt déclencher les enquêtes internationales et indépendantes, qu'on puisse créer aussi une cour internationale pénale pour le Congo, une cour, estimons-nous, qui sera crédible de bien vouloir indemniser ou tabler sur l'indemnisation des familles des victimes, et ce conformément à l'article 58 du Code civil congolais qui nous renseigne que tout fait quelconque de l'homme qui crée préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Après la présentation de ces rapports à l'Assemblée nationale, ces élus sont actuellement dans une campagne de mobilisation pour que ces massacres prennent fin et que les auteurs soient déférés devant la justice. À la primature, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, conduit auprès du chef du gouvernement par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Antonio Pedro confirme la position stratégique de la RDC dans la production des batteries électriques, d'où l'organisation prochaine d'un forum business. Les échanges ont tourné autour de l'organisation en date du 24 au 25 novembre 2021 par le ministère de l'Industrie d'un business forum consacré au développement d'une chaîne de valeur et d'un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique. Pour le secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la RDC a tous les atouts nécessaires pour se positionner comme pays précurseur dans la production des batteries électriques sur le continent. Aujourd'hui, nous avons partagé des indicateurs très importants qui confirment la position, l'avantage comparatif de la RDC au niveau de la production de précurseurs des batteries. Selon les chiffres que nous avons déjà et qui seront partagés avec le gouvernement aujourd'hui, lorsqu'on va faire la présentation du rapport de Bloomberg, la RDC peut produire les précurseurs des batteries 3 fois moins cher que les États-Unis et la Chine et 2 fois moins cher que la Pologne. Pour parvenir à la concrétisation de cette ambition, le gouvernement de la République devra fournir des efforts supplémentaires, notamment en ce qui concerne le climat des affaires. Il y a toute une structure pour accompagner cet effort, la collaboration initiale que nous avons eue avec le gouvernement pour l'organisation du forum, après le forum. Parce que c'est la mise en œuvre qui c'est plus important qu'organiser le forum. Le forum business sera centré sur le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres ». Il est organisé
en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et permettra la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf avec l'intensification des échanges commerciaux sur le continent. Édifiant notre résilience par une intégration économique numérique stratégique, c'est le thème retenu pour la 42e réunion du Conseil des ministres des pays du COMESA qui s'est tenue à Lusaka en Zambie, représentant son pays. À cette réunion de haut niveau, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a indiqué que la RDC sollicite le soutien du COMESA afin de développer son portail national d'information commerciale et le relier au portail régional du COMESA en cours de développement. Dans son mot de bienvenue à la 42e réunion du Conseil des ministres des pays du COMESA, la secrétaire générale du COMESA, Chiles Pundu, a rappelé les engagements pris par les 21 États membres, notamment promouvoir l'intégration régionale par le commerce et le développement des ressources naturelles et humaines dans l'intérêt mutuel de toutes les populations de la région. Prenant la parole à son tour par vidéoconférence, Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale, coopération internationale et francophonie, a indiqué que la République démocratique du Congo sollicite le soutien du COMESA afin de développer son portail national d'information commerciale et le relier au portail régional du COMESA en cours de développement. Le secrétariat du COMESA a indiqué que bien que les financements de cette activité soient limités, il assurera un suivi auprès de la RDC concernant ses besoins. La RDC a également recommandé au secrétariat du COMESA de convoquer une réunion en vue d'examiner les pistes pouvant conduire à la réalisation des progrès en ce qui concerne la mise en œuvre du régime commercial simplifié à Kasumbalesa. Didier Manzenga a également donné la position de la RDC en rapport avec le programme des facilitations du commerce dans la région de Grand Lac. Pour rappel, le marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, est une zone de libre-échange créée en décembre 1994 en remplacement d'une zone d'échange préférentielle qui existait depuis 1981. COP26, pays solution face au réchauffement climatique, la RDC a organisé dans son pavillon à Glasgow une journée de l'énergie spéciale avec plusieurs environnementalistes. Ces derniers sont largement revenus sur le manque d'électricité dans les milieux ruraux, facteur de déforestation, et proposent donc l'adaptation rurale. Une journée de l'énergie riche en matière organisée par la République démocratique du Congo, pays solution face au réchauffement climatique. Les experts et intervenants sont largement revenus sur l'électrification et l'adaptation rurale. L'absence de l'énergie électrique est l'une des causes de la déforestation. Ce qui a un impact sur le climat, c'est le fait que dans ces milieux-là, en l'absence de l'énergie électrique, le seul produit qu'on peut récolter, transformer, conserver et revendre plusieurs kilomètres et plusieurs mois plus tard, c'est le charbon de bois. C'est ça qui fait que ces personnes entrent dans cette filière. Il a parlé de cette notion de filière. Mais s'ils avaient l'électricité, ils pourraient transformer d'autres produits. Ces panélistes proposent ensuite un terrain d'entente. L'électricité, ils pourraient transformer d'autres produits. C'est comme ça qu'on réduit cette empreinte. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement remplacer. En milieu urbain, oui, on remplace le bois énergie par le GPL, on remplace le bois énergie par l'électricité. Mais en milieu rural, ces personnes-là n'ont pas une empreinte très forte sur la forêt par rapport à leur propre consommation de bois énergie. Ils ont des solutions millénaires qui sont très durables et sustainable. Ce qui fait qu'ils déforestent, c'est simplement le manque d'alternatives. Et l'électricité apporte ces alternatives. Elle fait exploser l'écosystème, l'environnement économique de ces villages qui maintenant peuvent conserver leurs produits agricoles plus longtemps. L'énergie, c'est l'une des sessions thématiques les plus importantes traitées à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow.
En marge de l'Expo Dubaï 2020, le pavillon de la RDC continue de faire parler de ses potentialités. La dernière personne à louer sa situation, Al Sayegh, ministre d'État émirati, qui a été impressionné par les différentes opportunités offertes par la RDC pour poursuivre les échanges commerciaux déjà entrepris par les deux pays. Grâce au management du ministre du Commerce extérieur, l'homme d'État émirati a promis d'y revenir. Au stand de la RDC, la visite du ministre d'État émirati et président du conseil d'administration d'Abu Dhabi Global Market s'inscrit dans le cadre d'une projection des partenariats issus des échanges commerciaux initiés par le ministre congolais du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. Fort de son expérience, le ministre émirati Al Sayegh offre un équilibre d'expertise, des connaissances professionnelles et de leadership distingués au niveau international, s'étalant sur plus de 3 décennies. À travers Expo 2020, le pays hôte continue sur sa lancée, celle de soutenir les initiatives et plans de gouvernement visant à améliorer la diversification économique et à tracer un avenir solide pour le pays. Frappé par les opportunités d'investissement dans le stand de la RDC, à travers les produits miniers qui y sont exposés, le ministre d'État émet très clairement le vœu d'y revenir afin d'approfondir les discussions. Le pavillon de la RDC, dont on retrouve des échantillons des minerais, d'œuvres d'art, quelques motifs d'épagne et autres produits made in RDC ont fasciné l'invité du jour. Rappelons que de par sa fonction de président du conseil d'administration du marché mondial d'Abu Dhabi, Al Sayegh est chargé de superviser la croissance et le développement du marché, ce qui contribue à renforcer sa position comme l'un des plus grands centres financiers mondiaux. Plusieurs cadeaux lui ont été remis en guise de remerciement et pour sceller la relation commerciale qui existe déjà entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. C'est dans le but de permettre au secteur de la formation professionnelle de sortir de ses sentiers battus et de s'y frayer son propre chemin que la ministre Antoinette Kipoulou a pris part au lancement de l'initiative Génération sans limite organisée par Kinshasa Digital Academy en collaboration avec l'UNICEF. Ce projet, dont la signature du protocole d'accord est intervenue hier entre Kinshasa Digital Academy et UNICEF justement, vise à lutter contre le chômage des jeunes et compte s'étendre bientôt à Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Implantée déjà dans certains pays africains, notamment au Sénégal, l'initiative Génération sans limite vient d'être implantée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Un projet de Kinshasa Digital Academy pour l'employabilité des jeunes, leur formation continue, leur doter des compétences et leur caser dans le milieu de travail au finish. Préoccupée de la formation professionnelle et des conséquences liées au chômage de la jeunesse, la ministre Antoinette Kipoulou Kabenga s'est engagée à accompagner Kinshasa Digital Academy dans son approche visant la valorisation de l'homme par la promotion de jeunes hommes et femmes. En réalité, et au regard de sa spécificité, le ministère de la formation professionnelle et métier doit sortir des sentiers battus et s'effrayer son propre chemin pour être véritablement des guichets uniques de la qualification et de la certification à République démocratique du Congo. Je constate, heureusement, que les objectifs des générations sans limite s'inscrivent dans la droite ligne des préoccupations de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui considère la formation professionnelle comme clé de changement social par la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. La ministre de la Formation professionnelle a également invité les partenaires privés de donner plus d'ampleur à cette initiative en mobilisant des ressources nécessaires à la création d'emplois pour cette catégorie de la société. Notons que les représentants des ministres de la Jeunesse et du Numérique présents à la cérémonie du lancement de ce programme dans la capitale congolaise ont tous émis le vœu de voir ce projet s'élargir à travers toute l'étendue du territoire national. À Mboula-Loge, dans le Congo central, les discussions se poursuivent entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. L'étude minutieuse des cas par cas a fait objet de la réunion de ce mercredi. La commission paritaire 2021 devra également tabler sur les cas des enseignants désactivés.
La commission paritaire 2021 poursuit ses travaux à Mbouela Lodge dans la province du Congo central à Kisantu. Ce mercredi 10 novembre 2021, divisé en 4 commissions, le gouvernement ainsi que le bon syndical vont tabler notamment sur la commission de rémunération, la commission des nouvelles unités, la commission de carrière et retraite, ainsi que celle de désactivation des écoles et des bureaux des gestionnaires. Je pense que d'ici en sortant ici, il y aura des solutions idoines pour l'école primaire. Là-dessus, il n'y a plus à discuter. La gratuité, c'est exclusivement à l'école primaire. Là, nous devons être clairs. Et quand on dit que la gratuité est exclusivement à l'école primaire, c'est que le gouvernement, pour valoriser l'enseignement secondaire, vous savez que la qualité a un prix. Voilà pourquoi dans chaque province, il y a une commission provinciale qui doit se pencher pour essayer de revoir à la hausse les frais scolaires, qui sont les frais légaux. Rappelons que lors des assises de la semaine passée, 10 recommandations ont été retenues après examen au cas par cas des nouvelles unités et non payées. Parce que l'évolution de la situation salariale de l'enseignant congolais dépend de l'affectation des ressources au niveau de la ligne des crédits du ministère de l'EPSD. Au final, les 2 partenaires devront procéder à l'identification des enseignants biométriques de l'ensemble du personnel administratif et passer ainsi à la résolution de la problématique des sous-salariales, des sources de financement, sans oublier les frais de fonctionnement. Ouverture de l'atelier d'évaluation des résultats du test des applications de collecte de données cartographiques du 2e recensement de la population et de l'habitat, des assises de 4 jours organisées par l'Institut national de statistique, le Bureau central du recensement avec l'appui du Fonds des Nations unies pour la population et la BAD. À l'issue de cet atelier de 4 jours, le Bureau central du recensement, l'Institut national de la statistique, la Banque africaine de développement et les Fonds des Nations unies pour la population auront des conclusions de l'application de collecte de données cartographiques afin de faire la cartographie pilote avant le lancement de la cartographie prévue en 2022 pour toute la République. Ces travaux ont été précédés par le test de performance de cette application réalisé dans 2 sites de la ville de Kinshasa, notamment au quartier Doumi à Maluku et Petit à Ngiringiri. Henri-Marie Kazadi, coordonnateur adjoint chargé des questions techniques du Bureau central du recensement, revient sur le bien fondé de l'application de collecte de données cartographiques. Partant des travaux réalisés au niveau de notre laboratoire en termes de fonds de cartes, et nous insérons ces fonds de cartes sur une tablette qui sera mise à la disposition d'un agent cartographe qui fera les maisons, qui passera des porte à porte. Et une fois il est sur le terrain, il collecte les données auprès des ménages. L'application lui permet de transférer ces données vers les serveurs. De son côté, Judith Kisimba Moussumba, directrice générale adjointe de l'Institut national de la statistique et représentante du directeur général de l'INS, a dans son mot d'ouverture remercié le gouvernement d'avoir choisi son institut pour l'organisation du 2e recensement général de la population et de l'habitat après plus de 3 décennies. À travers la vision du président de la République, accorde à cette importante opération qui a pour principal objectif de doter notre pays des statistiques fiables actuelles en vue de la planification de son développement. Rappelant qu'à travers le recensement, les BCR INS va collecter des données qui serviront d'indicateurs sociaux à la Banque africaine de développement et au Fonds des Nations unies pour la population afin de permettre à ses partenaires d'apporter des solutions adéquates aux problèmes du peuple congolais. Le collectif des creuseurs opérant dans les carrières du Lualaba a rencontré ce mercredi le président de l'Assemblée provinciale. Objectif, la restitution de leur mission de Kinshasa où un plaidoyer avait été fait pour des décisions visant à sécuriter les creuseurs artisanaux, sommés de quitter les carrières où ils opèrent. Et notre démarche ou la défense, c'est que l'autochtone qui est les creuseurs, organisé en société coopérative, qui est l'émanation de la communauté locale, est en difficulté aujourd'hui par le fait que tous les carrés miniers sont cédés au secteur industriel. Alors les gens qui sont natifs de ces coins, avec le nombre que nous avons de chômeurs,
Les gens qui ont choisi le secteur minier artisanal comme un emploi ou une activité desservie n'ont pas d'espace où travailler. C'est-à-dire l'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba est caractérisée par les tensions sociales, le fait que les autochtones font l'objet de délocalisations partout et de manière non humaine. Alors nous sommes venus faire la restitution au président qui s'inscrit dans ces cadres-là de la défense de l'autochtone. Le président est sensiblement à l'écoute, il est sensiblement touché par ces comportements-là parce qu'il est en train, donc c'est lui qui gère les élus, c'est-à-dire dans son institution, il y a les élus du peuple. Il est obligatoirement, d'après son point de vue, obligé d'accompagner le peuple, c'est-à-dire les autochtones organisés en société coopérative. Il s'est inscrit dans le combat qui est le mien. Au Kwilu, dans le territoire de Gungu, la situation sanitaire reste préoccupante. On parle des enfants de 0 à 5 ans qui périssent en masse de suite d'une maladie inconnue. En 2 mois, on dénombre plus de 250 décès, dont au moins 480 malades pris en charge par les autorités locales. Pour en parler, nous avons joint dans notre grande édition des 13h le chef de division provinciale de santé au Kwilu, le docteur Jean-Pierre Bassaké Kalema. L'enfant se présente d'abord avec la fièvre. Et après, c'est l'anémie. Mais partout où nous avions organisé la lutte, quand on fait les tests, les tests c'est des dépistage rapide contre la malaria. Et donc, cela montre d'abord que c'est la malaria qui est mal soignée au départ et qui aboutissait à l'anémie. Mais il y avait aussi la diarrhée et nous savons que la malaria forme digestive existe. Mais nous avions été émerveillés de l'incidence qui est très élevée et ça fait que nous pensons qu'en dehors de la malaria, il doit y avoir quelque chose autre qui est en soubassement. Et donc nous avons prélevé aussi des échantillons, tant de sang que de sel, et ça y est à l'INRB. Depuis le 7 novembre, il y avait aussi un lot avant, fait par notre partenaire FDSS. Et donc, ce sont ces résultats-là des échantillons ramenés à l'INRB qui pourront nous départager pour dire qu'en dehors de Paris, il y a un autre. Mais l'incidence est multipliée par 5, c'est-à-dire fièvre et anémie, fièvre, douleur abdominale, diarrhée. Et donc, mais déjà, depuis notre venue de premier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les 10. L'écart ont presque doublé, mais les décès, la létalité est presque rendue à moins de 0%. Le Fonds pour l'inclusion financière et la société anonyme PAIDEC ont procédé à la signature d'un contrat de partenariat. Tout s'est déroulé au bureau de cette dernière, dans la commune d'Ibanda. Ce partenariat vise à réduire la pauvreté dans le pays en favorisant le développement d'une offre durable des services financiers accessibles aux micro, petites et moyennes entreprises et aux populations à faible revenu. L'accompagnement visant à appuyer la réflexion stratégique, la gouvernance et l'amélioration des produits des crédits et d'épargne de la société anonyme PAIDEC, c'est l'essence même de la signature du contrat des partenariats entre cette entreprise et les fonds pour l'inclusion financière, FPM-ASBL. Cela s'est déroulé d'une manière pratique en appuyant la PAIDEC SA, techniquement durant une durée de 18 mois renouvelable. En cas de nécessité, les FPM, dans son objectif, appuient les institutions financières en accordant des services d'assistance technique et des financements afin de renforcer les résiliences en milieux ruraux et urbains. Le directeur général de FPM, Jean-Claude Tetika, explique le choix de cette entreprise. Ce n'est pas le FPM qui a été là pour le soutenir durant tout ce temps de crise. Donc c'est une institution qui a montré déjà de la résilience, du sérieux et de la capacité à pouvoir aller de l'avant. Présent au sud et au nord Kivu, depuis des décennies, la PAIDEC finance le développement des petites activités génératrices. Présent au sud et nord Kivu, depuis des décennies, la PAIDEC finance le développement de petites activités génératrices des revenus. Occasion pour son directeur général de mettre un accent particulier sur son importance. Et nous, en tant qu'acteurs à l'époque, dans les domaines d'accompagnement, d'appui et la mise en place d'un système alternatif financier, nous étions touchés quand nous avons vu que
presque la plupart des institutions financières ferment. Précisons que l'épargne et les crédits, les produits des BAN et de la PAIDEC, les FM s'impliquera davantage afin que toutes les couches de vulnérables et des démunis puissent avoir accès. La société Bio Agro Business poursuit ses ventes sur terrain. Les farines de manioc de la marque BAB avaient inondé le marché environnant le rond-point Gaba à Kinshasa. Dans la partie est, grossistes et détaillants, chacun avait trouvé son compte. Créé sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ce programme a pour spécificité d'offrir aux consommateurs congolais un menu bien garni cultivé sur nos sols. Ici de nos champs de Mongata, situés dans la commune de Maluku. Aujourd'hui, la RDC a des produits cultivés sur ces terres et usinés localement. Nous invitons la population à choisir de consommer le meilleur de nos terres. Au rond-point Gaba, on pouvait lire la joie dans les yeux de vendeurs et acheteurs de ce produit de première nécessité dont la qualité et la pureté des farines fascinent. C'est une farine de manioc de bonne qualité. L'initiative est louable. Nous souhaitons qu'elle se poursuive, surtout à ce même prix abordable. La société Bio Agro Business BAB, qui a pour devise le meilleur de nos terres, poursuivra la vente de ses produits tant demandés dans d'autres marchés de la capitale congolaise. Vive réaction sur la toile et sur différentes chaînes de télévision et radio après la suspension de la Commission nationale de censure des chansons Ninitosalité et 6 autres titres de l'artiste Bob Elvis, dont la lettre à Yachichi. Le gouvernement de la République, par le biais de son porte-parole Patrick Muyaya, s'est dédouané, déclinant la responsabilité de cette prise de décision. Et la Commission nationale de censure, de son côté, écarte toute intention politique ou de museler la liberté d'expression dans sa démarche, évoquant juste un vice de procédure. Mais ce mercredi, on l'a appris sur instruction de la ministre de la Justice, l'interdiction des diffusions sur tous les médias traditionnels de ces morceaux ont été levées. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Daniel Assello est actuellement en train de consulter toutes les forces populaires en présence dans l'est du pays. Le patron de la territoriale veut voir clair après les différentes attaques rebelles subies dans cette partie du pays en ce mois de novembre. La RDC prend part à la 42e réunion du Conseil des ministres des pays du COMESA à Lusaka en Zambie. Le ministre en charge de la coopération et intégration régionale, Didier Mazenga, qui représente la RDC, a insisté sur les intérêts du pays de Félix Tshisekedi. Encore à la une de l'actualité, ce mercredi à Kinshasa, la polémique soulevée par les artistes engagés sur les conditions sociales de la population. La Commission nationale des censures a clarifié sa position, écartant toute influence politique dans sa décision. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Nous, présidents fédéraux et cadres des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation Équateur, nous tenons tout d'abord à remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions pour la paix et surtout pour avoir établi les relations diplomatiques longtemps coupées avec le reste du monde et plus particulièrement avec l'Israël, pays des promesses divines. Ce qui montre à ce jour une porte de bénédiction grandement ouverte pour la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous saluons la mise en place de nouveaux membres de la CENI et invitons tous les acteurs politiques de s'impliquer pour l'aboutissement erré d'un processus électoral libre, démocratique et apaisé. Nous, partis politiques membres de l'Union sacrée,
avons constaté avec beaucoup d'amertume la confusion et turbulence politique voulue et créée par l'honorable Boukalonkulo Claude et ses complices au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, avec des mensonges et intoxications sur des réseaux sociaux et différentes chaînes de télévision ayant pour objectif principal de saboter la vision de l'Union sacrée prônée par le chef de l'État en bloquant les actions de développement liées à son serment « Le peuple d'abord ». Condamnons avec dernière énergie l'instrumentalisation de la population par ces groupes en trompant les autorités nationales qui y aurait des morts le 30 septembre 2021 lors de l'ouverture de la session ordinaire à l'Assemblée provinciale de l'Équateur et que lui-même aurait été touché par balle, qui démontre tout cela et des mensonges montés de toutes pièces. Confère rapport de la commission d'enquête venue de Kinshasa. Recommandons ce qui suit. Au chef de l'État, votre pouvoir n'a été donné par personne, mais par Dieu. Et cela a été démontré le jour de votre prestation de serment, où vous avez remis le pays entre les mains de Dieu. La prophétie concrétisée de votre père spirituel, révérend Roland Diallo, concernant les changements au sommet du Sénat et à l'Assemblée nationale. Votre descente en Israël, en rendant visite à des lieux très saints, notamment la tombe de Jésus, les murs de lamentation, votre humilité et spiritualité élevée, en vous mettant à genoux au CFMC de Mama Olangi et en Kamba chez le prophète Simon Kimbangu.